Alors quel est le but? Le but, c'est de mener une guerre psychologique. Au fond, si on regarde le nombre de victimes des attentats terroristes, ça impressionne toujours, 3000 morts le 11 septembre 2001, mais au fond, c'est relativement limité en comparaison d'autres moments de mortalité importants. Ne serait-ce que si on compare aux guerres ordinaires, la guerre en Irak faite par les États-Unis entre 2003 et 2011, elle a fait entre 100 000 et 1,2 million de morts. Voilà, on pense autour d'1 million de morts. On n'a évidemment pas de statistiques précises, mais 1 million de morts, c'est évidemment incomparable, hors de proportion, avec les victimes qu'il y a pu avoir lors des attentats du 11 septembre 2001. Sur ce 1 million de morts, il y en a quand même eu 4500 dans l'armée américaine, c'est-à-dire qu'il y a eu 1,5 fois plus de morts dans l'armée américaine qui allait venger les attentats du 11 septembre 2001 que dans parmi les victimes de ces attentats. Donc, au fond, le nombre de victimes des attentats terroristes n'est pas aussi élevé. On fait des statistiques, les gens ont très peur des attentats terroristes, mais quand on fait des statistiques, on se rend compte qu'on a quand même très très peu de chances dans notre vie de mourir dans un attentat terroriste. En fait, ce qui est important dans un attentat terroriste, pour le terroriste, c'est le caractère spectaculaire de cet attentat. Il s'agit d'impressionner, il s'agit de provoquer ce qu'on appelle un effet de sidération. On veut sidérer les gens, c'est-à-dire les déstabiliser psychologiquement, provoquer un traumatisme collectif. C'est donc bien une guerre psychologique qui est menée. Quand un terroriste tue ce qu'il appelle des mécréants, il ne va pas changer grand-chose à l'effectif du peuple chrétien. Par exemple, s'il tue des chrétiens, il ne va pas diminuer beaucoup de la population des chrétiens. En revanche, il va faire très peur aux chrétiens. Et c'est cela le but qu'il poursuit. Il s'agit de terroriser. C'est pour ça qu'on parle de terrorisme. Et cet effet est amplifié par les médias. Évidemment, ça se voit dans les médias, le monde entier le voit en temps réel, et le monde entier se met à s'inquiéter lui aussi. Et le problème du terrorisme devient, du fait de cet écho médiatique, devient une préoccupation centrale et se retrouve placé en tête de l'agenda politique. C'est le cas lors des attentats du 11 septembre 2001. Immédiatement après, la préoccupation numéro 1 pendant des mois aux États-Unis, ça a été ce que George Bush a appelé la guerre contre la terreur. Et cette guerre contre la terreur a mobilisé politiquement, financièrement, psychologiquement l'ensemble du pays pendant des mois. Alors, quel bilan justement de cette mobilisation, de cette réaction à laquelle on est un peu obligé du fait du caractère spectaculaire de ces attentats? Quel bilan? Eh bien, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment vaincu le terrorisme. Au contraire, il a continué à se développer, à prospérer. Au fond, on peut même dire que la guerre contre la terreur, menée par George Bush, a renforcé les terroristes parce qu'elle a apporté de l'eau à leur moulin. Elle a confirmé l'image qu'ils voulaient donner. En fait, c'était une provocation. Cet attentat. C'était une provocation qui visait à diviser le monde en deux et à faire admettre l'idée que le monde serait en proie à une guerre entre chrétiens et musulmans. Donc les musulmans attaquent les chrétiens comme les chrétiens lors des croisades avaient attaqué les musulmans et cela continue. Et George Bush a commis la maladresse de dire « nous allons mener une croisade contre le terrorisme ». Alors évidemment, on pense que dans le monde musulman, ce mot-là a circulé comme une traînée de poudre. Les islamistes s'en sont servis pour dire, vous voyez, on vous avait bien dit qu'il s'agit bien de nous défendre contre les croisés occidentaux. Et quand George Bush dit, vous êtes obligés de choisir votre camp, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes, il confirme encore cette idée-là. On peut dire quelque part que la provocation des attentats du 11 septembre 2001 a relativement bien réussi aux yeux des islamistes qui l'ont mené.
Alors, ce n'est pas le cas de tous les attentats terroristes, fort heureusement. Les attentats islamistes, ce sont des guerres absolues, mais ce sont aussi des guerres irrégulières. Et il faut insister sur ce fait parce que c'est l'une des grandes caractéristiques des guerres de quatrième génération que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, le terrorisme islamiste va dans ce sens-là. Guerre irrégulière parce que ce sont des guerres désétatisées. On parle de désétatisation de la guerre. Désétatisation, ça veut dire que les États ne jouent plus vraiment de rôle, alors que Clausewitz avait défini la guerre comme un duel entre des États, comme la poursuite de la politique par d'autres moyens, et la politique se fait à l'échelle des États. Eh bien, ici, on n'est plus du tout dans cette logique-là. On a même abandonné la référence à une logique étatique. Alors bien sûr, il y a des États qui soutiennent le terrorisme. Alors c'était le cas avant 2011 de la Libye du colonel Kadhafi, c'était le cas de l'Iran aussi pendant très longtemps. Il y a des États qui soutiennent le terrorisme. Mais en fait, les organisations terroristes ne sont pas de vraies armées, ne sont pas des armées disciplinées, ne sont pas des armées organisées de façon verticale qui obéissent à un chef. En fait, les organisations terroristes, ce sont des mouvements alors qui ont un nom, comme Al-Qaïda par exemple, qui ont un chef, comme Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda jusqu'à sa mort en 2011. Mais ce sont des mouvements qui ne sont pas vraiment hiérarchisés. C'est ce qu'on appelle des réseaux. Ce sont des réseaux bien plus que des États, en fait. Des réseaux, c'est-à-dire, c'est un ensemble d'organisations, on parle de nébuleuses aussi, un ensemble d'organisations qui sont plus ou moins reliées entre elles. Alors, certaines obéissent clairement au chef, d'autres un petit peu moins. D'autres peuvent faire un bout de route avec le réseau et puis vont s'en éloigner et rejoindre un autre réseau. En fait, ce sont de multiples groupes qui sont plus ou moins coordonnés. Et lorsque Ben Laden est mort en 2011, Al-Qaïda a continué ses activités. C'était le chef d'Al-Qaïda, mais sa disparition n'a nullement gêné Al-Qaïda. Al-Qaïda lui reconnaissait un magistère moral, lui reconnaissait une domination, mais au fond, sans Ben Laden, Al-Qaïda pouvait parfaitement poursuivre ses activités. D'ailleurs, Al-Qaïda, à ce moment-là, s'est divisé en plusieurs organisations, alors notamment AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, en Afrique, et de multiples autres organisations qui étaient plus ou moins reliées entre elles, qui obéissaient plus ou moins à un chef ou à plusieurs chefs. Tout cela n'est pas très net, mais ils continuent leur action, puisque l'attentat de Charlie Hebdo, par exemple, en janvier 2015, à Paris, a été commandité par Al-Qaïda au Yémen, qui est donc une des multiples branches d'Al-Qaïda. Il y a aussi des acteurs qui agissent de façon relativement isolée, de façon plus ou moins spontanée. Alors on les surnomme parfois des loups solitaires. Les loups solitaires, ce sont des terroristes qui vont mener une action, mais sans que ce soit commandé, sans que ce soit téléguidé par Al-Qaïda, par Daesh, sans que on le leur demande, même parfois. Ils en prennent la décision par eux-mêmes. Et c'est après coup qu'ils sont affiliés à l'organisation. C'est même parfois après leur mort qu'on dit finalement c'était un membre d'Al-Qaïda ou un membre de Daesh. En général, souvent avant de faire leur attentat, mais parfois c'est même le jour même ou la veille, ils postent un message sur internet en disant je prête allégeance à Al-Qaïda ou je prête allégeance à Daesh. L'exemple de loup solitaire, c'est par exemple le terroriste qui a organisé l'attentat de Nice en 2016. C'était un homme seul qui avait fait allégeance à l'État islamique et donc il a reçu la marque, la marque État islamique, qu'on appelle aussi Daesh, mais ça lui a été donné un peu comme une franchise commerciale. On compare vraiment cela à des franchises commerciales. Qu'est-ce que c'est qu'une franchise commerciale ? C'est une marque, c'est une entreprise qui reconnaît à d'autres entreprises qui sont indépendantes le droit de porter leur marque.
Par exemple, McDonald's est une entreprise de fast-food, mais les restaurants McDonald's n'appartiennent pas à McDonald's. Ce sont des entreprises privées, indépendantes, qui ont simplement obtenu le droit auprès de McDonald's d'utiliser leur marque. Et donc en obéissant évidemment à certaines conditions qui sont extrêmement strictes, mais c'est une franchise qui sont données à des indépendants. Et bien là, c'est la même chose, Daesh ou Al-Qaïda accordent sa franchise comme si c'était une marque commerciale à des gens qui agissent de façon autonome. Faire penser un peu à des guerres de partisans. Et c'est vrai que ça s'en rapproche par bien des côtés, on retrouve dans le terrorisme islamiste des logiques qui sont assez proches de celles des guerres de partisans. La première logique, c'est l'évitement de l'affrontement militaire direct. Évidemment, fondamentalement, le terroriste agit par surprise. Et il n'affronte jamais une armée dans une véritable bataille. Il ne mène pas une campagne comme pouvaient le faire les armées d'autrefois, ou même encore des armées d'aujourd'hui. Il ne combat pas sur un front. Il évite donc l'affrontement militaire direct, et les terroristes sont des combattants qui ne ressemblent pas à des militaires. Ils ne portent pas d'uniforme, et ce sont donc des civils, en apparence des civils ordinaires, qui peuvent parfois d'ailleurs être très bien intégrés dans la société. Donc ils sont très difficiles à distinguer des civils. Le terrorisme islamiste mène des guerres qui sont fondamentalement des guerres asymétriques. On est là dans ce qu'on appelle la stratégie du faible au fort. Et cette stratégie du faible au fort vise à utiliser les points forts des faibles et les points faibles des forts, à utiliser donc ces points faibles qui sont notamment la fragilité psychologique. Le fort a une très grande armée, mais il n'est jamais très sûr de l'endroit où il connaît mal le terrain, et il est toujours inquiet parce qu'il se sent toujours menacé. Eh bien, ce que vont faire les partisans et ce que font les terroristes islamistes, c'est de les harceler, de leur faire peur, de les épuiser nerveusement et d'épuiser leur morale. Eh bien, c'est ce que font les terroristes, fondamentalement, en terrorisant. Les terroristes ont aussi un type d'action qui nécessite peu de moyens. Le terrorisme, au fond, quelque part, c'est l'arme du pauvre. Le pauvre a peu de moyens pour avoir des armes, donc il a peu d'armes, il a un armement léger, rudimentaire, et qui ne coûte pas trop cher. Et d'ailleurs, des armes qui ne coûtent pas cher, ce sont les armes par destination, qu'il s'agisse des avions du 11 septembre 2001 ou du camion de la promenade des Anglais à Nice en 2016, pas en 1016 mais en 2016. Ce sont des armes par destination qui ne coûtent pas très cher au fond. Et si on prend, alors on dit, ah, si un avion ça coûte très cher, oui, mais ils n'ont pas acheté les avions, on sait qu'ils les ont détournés, et on estime que les attentats du 11 septembre, qui ont été commis seulement par 19 hommes, donc il a suffi pour faire 3000 morts et pour terroriser le monde entier, il a suffi de 19 hommes armés de cutters. On n'est pas dans une armée redoutable ici, et pourtant ils ont terrorisé le monde. Et on estime que ces attentats leur ont coûté 500 000 $. La préparation de l'attentat, 500 000 $, ce n'est rien du tout par rapport à ce qui est dépensé dans les guerres conventionnelles. Donc les armes par destination, ça c'est un moyen de faire la guerre qui à la fois terrorise parce que chaque objet devient une menace, donc on en a peur de tout et on a peur tout le temps, mais c'est aussi un type d'arme qui ne revient pas cher et qui est donc parfaitement accessible aux pauvres. Donc c'est très adapté à des guerres asymétriques. Donc par bien des côtés, ça ressemble à des guerres de partisans.